Ce paysage est sans mesure. Je mêle ma langue aux racines enneigées. Je mêle mon souffle à la chaleur du printemps. Tout commence ici au ras de la terre. Extrait de sa magistrale Ode au Saint-Laurent, ces mots du poète Gatien Lapointe me reviennent souvent en mémoire lorsque mes yeux se posent sur la correspondance de Marie Guyard. À leur façon, le poète et la mère de Nouvelle-France ont nommé le pays. Et je crois que le dernier vers cité, « Tout commence ici, au ras de la terre », aurait pu être écrit par l'Ursuline. Tant sa vie à Québec se modela à notre coin d'Amérique, où les jours se marient à une terre grandiose. Au ras de la terre, là où Marie a écrit le pays, au ras de la terre, là où Marie a tant aimé notre pays. Pour cette présentation, j'aborderai principalement son lien à l'espace extérieur, quelles sont les motivations de Marie à parler des territoires inconnus, quel sens pouvons-nous donner à ces représentations de forêts qu'elle n'a jamais arpentées, quel rôle ont pu jouer les peuples autochtones dans son lien à l'espace naturel. En somme, la Nouvelle-France serait-elle pour Guyard la terre idéale, parce que la rapprochant toujours un peu plus de sa nature mystique. Nous sommes le premier jour du mois d'août 1639. Les lèvres de Marie peuvent enfin embrasser un espace qu'elle avait imaginé maintes et maintes fois. En arrivant à Québec, elle se remémore son rêve fait une nuit de 1633, rêve lui dessinant le paysage de la Nouvelle-France. Elle écrit « Étant donc arrivée en ce pays, le voyant, je l'ai reconnu être celui que notre Seigneur m'avait montré il y a 6 ans, ces grandes montagnes, ces vastitudes. » La réalité de ce jour du 1er août lui confirmait que la nuit de 1633, l'Ursuline avait rêvé juste. La Tourangelle aura de quoi déployer sa vie dans ce pays démesuré. Rappelons-nous qu'à l'époque où l'Ursuline arrive en Nouvelle-France, nul n'en connaît les frontières. Le Nord nous échappe, l'Ouest ne dévoile pas encore le Pacifique, le Sud cache son Mississippi. Il reste l'Est que Marie a laissé derrière elle. La mystique avait l'habitude de vastes territoires de l'âme. Elle entrait maintenant en contact avec l'immensité d'une terre. Notre voyageuse continuera sa route vers l'amplitude d'un pays qui lui donnera de quoi respirer. Et elle respirera, Marie Guyard. Les mots suivants nous révèlent qu'aussitôt, en direction de notre fleuve Saint-Laurent, tout son être est au diapason des vents du Nord. Elle déclare « Dès que je me vis séparée de la France et que je sentis que mon corps suivait mon esprit sans que rien lui fît obstacle, je commençai à respirer à mon aise, dans la pensée qu'ils se joindraient bientôt et qu'ils se serviraient mutuellement dans l'accomplissement des desseins de Dieu. » Fin de la citation. Ce corps qui se remet à respirer lui indique que sa décision est la bonne. Marie prend place sur un continent se moulant à l'humain qui possède le talent de tendre et tendre sans cesse vers l'inconnu. Et notre Ursuline en profitera grâce à une parole décloîtrée qui dépassera les pierres du couvent tout au haut de la côte de la montagne. Le chercheur de l'université Ferrare d'Italie, Paolo Carile, décrit en ces termes cette portion du monde de l'époque des explorations territoriales. Je cite « C'est ailleurs, l'Amérique, imprévisible et imprévue, se trouvait au-delà d'un horizon physique et mental qui, on le comprendra alors, tout comme l'horizon de la connaissance, est une frontière imaginaire que l'homme repousse plus loin au fur et à mesure qu'il avance dans ses découvertes. » Fin de la citation. La parole et l'écriture transporteront l'imaginaire de Marie vers ces confins qu'elle fera reculer à mesure de sa course au-delà de la clôture du monastère. N'oublions pas que Marie est une écrivaine dans l'âme et non pas uniquement une écrivaine de l'âme. Les tout premiers mots
de la première lettre de la correspondance, écrite en 1626, fait jaillir son univers, se nourrissant aux sources mêmes du désir de dévoiler son espace, lorsqu'elle déclare « Mon âme, se voyant comme absorbée dans la grandeur immense et infinie de la majesté de Dieu, s'écriait « aux largeurs, aux longueurs, aux profondeurs, aux hauteurs immenses, infinies, incompréhensibles, ineffables, adorables. » Autant cet extrait décrit sa vie intime, autant le texte suivant, écrit en 1665, nous mène au cœur des forêts canadiennes. Nos chrétiens algonquins sont allés camper avec leurs familles, à l'abri des forts et de ceux qui les gardent. Ils font de grandes chasses où leurs ennemis avaient coutume d'en faire et d'enlever la meilleure part de leur pelleterie. Leur chasse est si abondante qu'on dit que chaque jour, ils prennent plus de 100 castors, sans parler des orignaux et autres bêtes fauves. En quoi les Français et les sauvages s'aident mutuellement. Les Français défendent les sauvages et les sauvages nourrissent les Français des chairs de bêtes qu'ils prennent. Fin de la citation. Pouvons-nous considérer cette dernière description comme faisant partie d'un discours n'ayant aucun lien avec la vie mystique de Marie, elle qui voyait Dieu en toutes choses, pour reprendre ses propres termes? Avec ces mots nommant le territoire, n'est-ce pas pour elle une façon de prolonger l'élan de sa nature humaine toujours en marche? Ces discours mystiques et profanes sont bien sûr différents, tant sur le plan de la forme que du contenu. Mais ne reflètent-ils pas l'empressement de notre Ursuline à nommer tous les territoires de son existence, celle lui permettant de vivre sans frontières, à l'image de cette nouvelle France qui n'a pas de cadre? Le géographe Luc Bureau écrit, je cite, « Dès le premier instant, cette Amérique est un non-lieu, une terre que l'imaginaire invente et qu'il peuple de ses fantasmes. » Fin de la citation. Le non-lieu dont parle le géographe Bureau est lié au continent dont on ignore les limites géographiques. Marie saisit intimement ce non-lieu, elle qui mentionne « L'âme porte dans ce fond des trésors immenses et qui n'ont point de bornes. » Fin de la citation. Même si ces deux territoires diffèrent, ils portent l'empreinte d'une indicible vastitude. Marie ne se rendra jamais au cœur de nos forêts, comme un grand nombre d'habitants de Nouvelle-France. Mais elle en parlera, par l'entremise de ses lectures des écrits des Jésuites et surtout de ses entretiens avec les Autochtones. Ces escapades en forêt seront fréquentes. La rencontre entre ces peuples sera vitale, car ceux-ci, par leur spiritualité, étaient en communion intime avec la terre. Au sujet de leur rapport étroit avec le territoire, le théologien Asiel Pilman, spécialiste de la spiritualité amérindienne, mentionne que, et je cite, « Beaucoup d'Amérindiens et d'Amérindiennes se sentent mystiquement liés aux esprits des animaux, des plantes, des arbres, des pierres, de l'eau et de tous les autres êtres vivants. Leur conception de la nature est caractérisée par une harmonie cosmique qui se réalise au moyen de justes relations qui s'établissent ou qui doivent s'établir entre tous les vivants de l'univers. » Fin de la citation. Et concernant le rapport des Inuits avec la terre, lequel rapport est partagé par l'ensemble des peuples autochtones, la chercheuse Anne Doran ajoute « L'intérieur de la vie de tous les jours, relation au monde implique relation au territoire. Dans la pratique, le monde est le territoire. » Fin de la citation. Rien dans les écrits de Marie laisse supposer qu'elle partageait ses croyances amérindiennes non dualistes, ce qu'il faut bien le dire aurait été impensable à cette époque pour une religieuse. Toutefois, en fréquentant les Autochtones, en apprenant leur langue, en étant attentive à leurs habitudes, Marie saisira mieux leur étroite relation au territoire. Son contact avec leur culture teintera même certaines de ses décisions, notamment celles touchant ses élèves amérindiennes et leur besoin viscéral d'escalader la clôture du monastère. Elle ne tentera guère de renoncer à leur course en forêt,
En parlant de ces élèves amérindiennes ayant de la difficulté à supporter le lieu clos du monastère, elle écrira ces mots que plusieurs d'entre vous connaissez. « Les élèves autochtones n'y sont que comme des oiseaux passagers et n'y demeurent jusqu'à ce qu'elles soient tristes, ce que l'humeur sauvage ne peut souffrir. Dès qu'elles sont tristes, les parents les retirent de crainte qu'elles en meurent. Nous les laissons libres en ce point, car on les gagne plutôt par ce moyen que de les retenir par contrainte ou par prière. Il y en a d'autres qui s'en vont par fantaisie et par caprice. Elles grimpent comme des écurieux, notre palissade, qui est haute comme une muraille, et vont courir dans les bois. » En ignorant le contexte historique, son attitude d'ouverture face à cette marque culturelle peut sembler normale. Mais faut-il rappeler qu'en ce XVIIe siècle, la majorité des colonisateurs adoptent une position dominante face aux peuples amérindiens et une attitude désirant rendre l'autre semblable à soi, tel que le souligne Dominique Deslandres en référence à ce contexte colonial, et je cite, « La reconnaissance de l'altérité n'est pas ce qu'on recherche avant tout. On veut sauver, rendre pareil pour percevoir l'Amérindien, le sauvage. Le seul outil disponible est celui de l'identité. Faire adopter sa propre foi, ses propres coutumes, c'est quelque chose qui va de soi, c'est faire preuve de magnanimité. » Fin de la citation. Marie Guyard s'éloigne de l'attitude missionnaire traditionnelle et fait preuve d'une souplesse novatrice, comme le constate le sociologue et historien Denis Delage, qui écrit « Marie de l'Incarnation, qui remarque l'extraordinaire amour des parents pour leurs enfants, constate qu'elle ne peut garder ceux-ci de force. Elle accepte de laisser circuler plus librement ces petites élèves autochtones. Celles-ci pourront aussi porter leurs mocassins dans le monastère, où, il faut bien le reconnaître, on y gèle l'hiver bien plus que dans des tentes. Pour son époque, la directrice emploie plutôt la manière douce. Nous dirions en termes contemporains qu'elle s'ouvre à l'interculturel. » Fin de la citation. Aucune différence, ni aucune ressemblance entre peuples français et autochtones n'échappe au regard aiguisé de l'Ursuline lorsqu'elle déclare « Nos nouveaux chrétiens sauvages suivent l'armée française avec tous nos jeunes Français canadiens qui sont très vaillants et qui courent dans les bois comme des sauvages. » Fin de la citation. Cette grande acuité à bien identifier les affinités et les distinctions entre peuples autochtones et européens rejoint sa sensibilité au territoire. L'une et l'autre réceptivité proviennent de la même source, celle désirant découvrir. Marie érige son propre schème de compréhension de la rencontre entre peuples. Cette disposition et ouverture personnelle face à la culture amérindienne lui aura servi à apprivoiser l'autre et à s'adapter à notre terre monumentale et superbement sauvage. Et tel que nous le rappelle le géographe Jean Morisset, je cite, « Ce n'est pas à la France ni à l'Angleterre que nous devons, nous, Canadiens, d'avoir survécu sur cette terre, mais au sang autochtone qui coule et circule dans nos veines et qui a jeté les bases de toute notre culture au Nouveau Monde. » Fin de la citation. Marie Guyard bénéficie d'une sensibilité organique, cette sensibilité permettant d'avoir une attention dynamisée face à l'espace environnant. J'ai toujours pensé que l'Ursuline a été une mystique majestueusement terre-à-terre, car ayant imprimé à son existence une force de regard tournée vers l'effervescence de la vie extérieure. Marie s'est liée au pays en le nommant, comme dans cet extrait où elle met dans notre imaginaire une expédition en forêt. 12 novembre 1666. Les hommes de l'armée française ont marché par des chemins des plus difficiles qu'on se puisse imaginer, parce qu'il faut y passer à gué plusieurs rivières et faire de longs chemins par des sentiers qui n'ont pas plus d'une planche de large, plein de souches, de racines et de concavités très dangereuses. Il y a 150 lieues de Québec au fort qu'on a fait sur la rivière des Iroquois. Ce chemin est assez facile parce que l'on peut y aller en canoë, en chaloupe, y ayant peu de portage, mais passer au-delà, c'est une merveille que l'on en puisse venir à bout parce qu'il faut porter les vivres, les armes, le bagage et toutes les autres nécessités sur le dos. Il fallut faire beaucoup de chemins par des montagnes et des vallées et ensuite passer un grand lac à la faveur de plusieurs cailloux que l'on fit. Fin de la citation.
À l'époque, les kayaks, on disait les cailleux. Ce sont des kayaks. Attachée à ce coin d'Amérique septentrionale, car représentant toutes les vastitudes souhaitées, elle lui sera restée fidèle. Son centre était si colossal qu'il est difficile d'imaginer que l'Ursuline aurait pu écrire une maigre correspondance. La place que prend la parole dans ses lettres ne surprend guère. Et parfois, deux territoires se croisent, comme dans ce lien unissant le spirituel et le temporel, les âmes et les glaces, lequel met aussi en relief l'intérêt de Guyard pour les éléments de la nature. Marie mentionne « Les miséricordes sont grandes et infiniment grandes dans notre Amérique, dans laquelle les âmes, cédant aux froidures qui y dominent presque continuellement, avaient été toutes gelées depuis qu'elle est habitée, jusqu'à nos jours, que notre Seigneur témoigne, par sa bonté, en vouloir faire fondre les glaces. » Ou encore dans les mots suivants, où Marie convoque son talent de poète pour répondre à son fils sur ses questionnements d'ordre spirituel. On tombe, on se relève. C'est comme si vous disiez qu'il s'élève de petites nuées sur le soleil qui font de demi-ombre, qui passent et repassent vite. En tombant, on se relève. Outre la qualité poétique de cet extrait, Marie convie l'espace extérieur pour porter un message d'espérance, certes, mais qui révèle aussi une sensibilité affirmée face à l'astre du jour. Prendre le monde en soi par la vision, par l'écriture, par la parole, par le souci d'aimer ce monde, n'en finissant plus de surprendre l'humain du XVIIe siècle ou du XXIe siècle, qui laisse respirer ses sens et son être tout entier. L'écriture de Marie, tant mystique que profane, porte les marques d'un être incarné littérairement, intellectuellement et physiquement. Et comme le dit si bien la professeure émérite de l'Université de Princeton, Nathalie Zemon Davis, je cite, « Il se peut que, comme le prétendait Marie, l'esprit de grâce lui ait permis d'écrire comme il le désirait. Mais si la chose est exacte, cet esprit qui l'inspirait passait par les nerfs et les muscles de son savoir-faire. » Fin de la citation. Guyard n'est jamais arrêté sur son territoire, ni dans ses écrits intimes, ni dans ceux traitant de l'espace de la Nouvelle-France. Sa vie mystique est son socle, mais son univers ne s'arrête pas à sa vie intime. Tout est en mouvance pour construire ses expériences et pour aller aux racines de son être qui court bien au-delà de la rue du Parloir. Aurait-elle suivi les Amérindiennes dans les bois si la clôture monastique féminine, décrétée par le Concile de Trente, n'avait jamais existé? Pour tenter une réponse, ces textes donnent quelques pistes. Ainsi, ces mots, destinés à une Ursuline de France, divulguent son envie d'aller par les rues de son ancienne patrie afin de réclamer de l'aide pour son œuvre missionnaire. Elle écrit en 1642 « Le désir que j'ai du salut de ces pauvres âmes et l'extrême nécessité où elles sont me ferait volontiers aller prier et crier miséricorde pour elles par toutes les rues de nos villes de France. » Fin de la citation. Et ces autres mots datant de 1664, « Il est vrai qu'encore que notre clôture ne me permette pas de suivre les ouvriers de l'Évangile dans les nations qui se découvrent tous les jours, étant néanmoins incorporé comme je suis à cette nouvelle Église, notre Seigneur m'ayant fait l'honneur de m'y appeler, il me lie si fortement d'esprit avec eux qu'il me semble que je les suis partout. » Ces paroles nous indiquent qu'elle aurait peut-être délaissé son jardin de Québec pour une descente en canot sur la rivière Jacques-Cartier. À tout le moins, nous laisse-t-elle entrevoir un besoin irrésistible de grimper comme des écurieux la palissade, pour reprendre ses propres termes. Marie n'aura jamais pénétré profondément dans les forêts de la Nouvelle-France. Mais elle en connaît l'odeur, elle connaît l'odeur des bois, son amplitude, ses couleurs. Les mots de l'Ursuline ne sont pas désincarnés de la vie, puisque par la présence de ses sens, elle a eu la capacité d'imaginer, d'emmagasiner dans sa chair les sensations éprouvées face aux forêts, à la nature et à l'inévitable froidure de nos hivers. Le géographe Éric Waddell écrit « Quand on vient en Amérique, on laisse tout derrière soi. On rompt les amarres. » Fin de la citation. Mais encore faut-il avoir la volonté de le faire.
Ursuline avait mis dans ses bagages son inspiration à se tourner vers l'avenir. L'Amérique où tout est à faire, à apprendre, à inventer, cette Amérique-là a assurément accentué les traits de caractère de Guyard, qui n'a jamais été femme de nostalgie et qui a regardé la Nouvelle-France comme une porte ouverte sur de nouveaux défis. Du latin barbarus, issu du grec ancien barbaros, signifiant étranger, Marie Guyard aura été aussi un peu cette barbare, étrangère dans un ancien monde où elle a défié les conventions sociales, étrangère dans un nouveau monde où elle n'a jamais eu le profil type du colonisateur. Ce qu'elle aura eu de plus américain, dans le sens continental du terme, est une forme d'iconoclasme qui a forgé les aspects de ses jours et qui a propulsé son regard au-delà des frontières. Le désir de mener sa vie à sa manière lui aura demandé de recourir à une magistrale énergie, l'ayant toujours habité. La grille du parloir n'aura pas résisté longtemps aux assauts de l'Ursuline, désirant défoncer les portes pour découvrir les quatre coins de l'horizon. Et comment aurait-il pu trouver pays plus sublime que le nôtre pour donner espace à ses jours? L'Ursuline a puisé ses respires dans les forêts, le ciel, le fleuve, les rivières, et dans tous ces gens qui lui ont transmis le souffle de la parole entre les murs du monastère et au jardin des Ursulines. Il est ainsi possible de considérer les lettres de Marie abordant le territoire comme ayant été plus qu'une simple nécessité de transmettre des informations à ses correspondants. Ses écrits ne participent pas d'une antinomie entre sa vie mystique et temporelle, mais davantage d'un prolongement de son désir de vastitude éclatante. Que tout m'est étroit, je me sens si vaste. Ces mots de la Begin Edwidge d'Anvers traduisent l'espace de ces femmes mystiques ayant vécu jusqu'à plus soif leur vie terrestre. Des mots qu'aurait pu dire Marie, qui a choisi une existence de déploiement, l'ayant conduite de la rue du Petit-Pré à la rue du Parloir et jusqu'au cœur de nos forêts.